arrive là avec une valeur qui manque à cette équipe nationale féminine, c'est-à-dire l'autorité. À la faveur du réaménagement intervenu dans le staff de la sélection féminine Fagnon, Jean-Baptiste Bissek remplace Gabriel Zabo. Il sera secondé par Mike Ndoumou. Présentation et portrait du banc de touche des Lions dans cette édition de Foufou Foot. Il est toujours important de parler tactique, connaissant des hommes qui vont animer ces projets de jeu, surtout que ça part de la mise en place. Dans une dizaine de jours, les Lions indomptables jouent leur qualification pour la CAN ivoirienne devant le Burundi. FFF passe l'effectif potentiel de Rigobert Song au scanner, forme du moment en club et options tactiques possibles. Les sentences du TAS, elles sont suffisamment claires, que ce soit pour le cadre de la Panthère, que ce soit pour la procédure nommée Guibaï Gatama. Une énième crise secoue l'instance fêtière du football camerounais. Après les 2 sentences rendues il y a quelques jours par le tribunal arbitral du sport, les protagonistes sont en neutralisation mutuelle et la maison est en équilibre instable. Comprendre la situation et explorer les pistes de sortie de crise, FFF ouvre la page ce soir. We are born to win. Nous aimons gagner et nous sommes concentrés sur la victoire. Tu apoyo te hace uno de nosotros. No importa de dónde eres y lo que haces. If you are with us, you win. Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver après la parenthèse de la 21e édition du championnat d'Afrique de volleyball. Comme de tradition, nous sommes en direct du studio Croix, du centre de production de Mbaladé. Pour cette édition de rang que des classes du beau monde, dans ce plateau d'abord l'immense Abel Bengue qui nous a fait l'amitié de nous prêter son expertise ce soir. Bébel, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël. On se retrouve, comment on se retrouve? Mais on ne s'est jamais perdu, hein? Je dis, on ne s'est jamais perdu. Nous avons toujours été ensemble. Et des clameurs des stades, dans les prétoires et dans les arènes sportives. Vous avez imaginé, le secrétaire général du SINAFOC est avec nous. On parlera droit et football. Maître Daniel Ngoss est avec nous. Maître Daniel, tout va bien? Je vais bien, merci. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs et merci de m'avoir fait l'amitié de m'inviter. Les attitudes du temps fait la politesse des rois, même dans les prétoires. Ben, c'est vrai, je m'excuse d'être arrivé avec un retard, mais ce n'était pas dû à ma volonté. Il est là, c'est un ami de 20 ans, entraîneur d'un club qui m'est cher, le Tonnerre de Yaoundé. Thierry Motomor est avec nous ce soir. Thierry, bonsoir. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV Sport Entertainment. Et on va attaquer cette édition puis au plancher avec le football féminin. Bébel, toujours resté très élégant. Et on va faire un clin d'œil à la dignité féminine avec les nouveaux visages qui ont pris les commandes de la sélection Fagnon de football, amené par Jean-Baptiste Bissek, Michael Ndoumou, Foudandongo, un quatuor qui aura la chance, qui aura l'immense honneur de réanimer le football féminin avec cette sélection Fagnon qui nous a fait tant rêver il y a quelques années. Portrait et défi de Jean-Baptiste Bissek. C'est signé Gaël Grabiga. De rétablir la santé de l'équipe nationale féminine de football du Cameroun, nommée il y a quelques jours au sein de l'encadrement technique de cette sélection Fagnon Dames, le changement est bien accueilli. Il fallait déjà changer les personnes à la tête de cette équipe nationale Fagnon après l'échec du staff qui était là. C'est des personnes qui arrivent, Jean-Baptiste Bissek qui est là comme Joseph Brian Doko à l'époque, dont il arrive là avec une valeur qui manque à cette équipe nationale féminine, c'est-à-dire l'autorité. On n'avait réellement pas eu des dirigeants autoritaires comme Joseph Brian Doko. 4 encadreurs, tous pétris d'expérience et au palmarès élogieux pour certains, les défis sont grands. Faire des sélections objectives avec des joueuses qui performent sur le plan international et aussi relever le niveau du championnat national en sélectionnant les meilleurs qui évoluent sur le plan local. On a vu lors de la dernière CAN les joueuses évoluant dans le championnat national. Donc c'est des petits grands chantiers. Moi, mes attentes, que le coach Bissek ait le temps
d'implémenter sa vision de jeu, sa tactique, sans toutefois se faire des pressions, parce que le Camerounais, lui, va vouloir des résultats immédiats. Donc vous comprenez tout de suite que c'est des grands chantiers qui attendent ce nouveau staff. Mais moi, je ne saurais être, je vais dire, exigeant, parce que le timing de nomination de ces nouveaux dirigeants n'est pas peut-être le bon, parce que dans moins d'un mois, on aura les tournois qualificatifs des Jeux Olympiques, où le Cameroun devra passer par l'Afrique du Sud, l'Ouganda et peut-être le Nigeria pour pouvoir se qualifier. Mais sauf que, est-ce que ce monsieur aura le temps pour pouvoir accomplir ces différentes tâches? On ne sait réellement pas, sauf miracle. Avec des expériences professionnelles diversifiées, les promus du staff technique des Lions Indomptables du Cameroun se doivent de relever ces défis afin que cette sélection puisse se hisser sur le toit du football africain pour sa première fois. Bébel, est-ce que ça peut servir de déclic l'arrivée de Jean-Baptiste Bissek aux commandes de cette sélection Fagnon qui connaît des hauts et des bas depuis bientôt 10 ans? Écoutez, à suivre le Vox Pop, la voix du peuple, dit-on, je suis un peu perplexe. Parce que ce n'est pas la voix du peuple qui doit gérer ce genre de problème. La voix du peuple, oui, pour donner le sentiment que le peuple est associé. Mais en revanche, et je parle devant Thierry, je ne sais même pas comment je vais l'appeler, ou Monsieur le Président, ou Thierry Métomon, ou Thierry Toutrou, comme d'habitude, je pense qu'il faut laisser les techniciens faire leur travail. Et ne pas trop se laisser influencer par le périmètre. Les techniciens constituent, si vous voulez... Mais cette influence est consubstantielle au football. Et qui épuisait le football de sélection. C'est dommage. Raphaël, c'est dommage. On ne va pas réinventer la roue de l'histoire. C'est dommage. Mais je peux décider... Je peux vous citer des exemples. C'est vrai, je ne suis plus de l'époque, dit-on, de tout bouillon. Mais je crois que les techniciens savent ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas pour faire plaisir à Thierry ou à Monsieur le Président. Les techniciens savent ce qu'ils doivent faire et ils savent déjà qu'ils ont la pression sur eux. Pas seulement au Cameroun. Dans tous les pays du monde, les sélectionneurs des équipes nationales et même des clubs savent qu'ils ont la pression sur eux. L'entraîneur de Marseille sait qu'il a la pression méditerranéenne sur lui. L'entraîneur de Paris Saint-Germain sait qu'il a la pression du homme politique parisien sur lui. Mais pas que. Pas que, merci beaucoup. Donc, laissons un peu de temps en temps les techniciens jouer leur rôle. Maintenant, Raphaël, tout n'est pas sain non plus chez les techniciens. Je me souviens qu'il fut une époque où au niveau des jeunes, parce qu'on oublie, au niveau des jeunes, au niveau des jeunes de 18-19 ans, et je suis content que ceux qui sont en face de moi soient mes partenaires du dialogue, on faisait venir des enfants de 18 ans, de Paris, de France, de partout. On les sélectionnait en payant des billets d'avion, en payant ceci, en payant les hôtels, alors que nous avons la sève sur place, nous avons de la semence sur place. On aura l'occasion de reparler. Depuis l'arrêt Bosman, il s'est passé beaucoup de choses. Véritablement, dans ce football de sélection, les frontières sont totalement ouvertes. Je voudrais me tourner vers Thierry. Thierry, on parle de l'arrivée de Jean-Baptiste Bissek dans cette sélection. Est-ce que finalement, Gabriel Zaboki est poussé à la porte? C'est logique. Un entraîneur et qui plus un sélectionneur est assujetti à des résultats. Si je dis c'est pas logique, ça va pas être normal. C'est logique tout simplement parce que nous attendons des résultats. Je suis entraîneur de football, si on me donne une équipe et j'arrive à aligner 2-3 défaites, évidemment que je serai mis à la porte. N'est-ce pas, que ce soit en club, que ce soit en sélection. Bon, mais maintenant, il y a beaucoup de paramètres généralement qui interviennent et on ne sait pas comment est-ce que certains ont peut-être été nommés ou alors quel est le projet qu'on a présenté à celui qui a été nommé. Parce que chez nous, il y a une différence, c'est qu'on ne permet pas à un entraîneur de venir postuler. Il est nommé parfois sans savoir comment est-ce que les choses se sont passées. Donc les règles parfois sont un peu piétinées. Mais là, quand vous voyez Jean-Baptiste Bissek qui arrive, moi franchement, je suis un peu surpris de le voir plutôt en sélection féminine. Sincèrement, je suis surpris. Mais c'est le mec qui a de la poigne, nous l'avons vu dans le canon.
ton sport où il a été champion, n'est-ce pas, champion du Cameroun, on a vu ce qu'il est capable de faire. Et je connais un peu l'homme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime bien le beau jeu, il y a beaucoup de recherche avec lui. Et à côté de lui, on a quand même eu une qui a déjà fait ses classes dans la maison. Mike Ndomo? Oui. Elle a été capitaine de l'équipe nationale du Cameroun à un moment donné. Donc, elle a fait ses classes parce qu'elle a travaillé avec Enongachu, elle a travaillé avec plein de monde. Donc, elle a la maîtrise quand même de son sujet. Et je crois qu'elle est entraîneur d'une équipe en championnat. Je crois bien Fab ou un truc comme. Donc, c'est pour dire que, au moins à ce niveau, bon, et puis le préparateur physique, c'est pratiquement l'homme de main de Bissek depuis 2-3 années. Donc ça veut dire que c'est un staff quand même où les gens peuvent se retrouver et se comprendre. Je connais l'humilité de Bissek, il va accepter sûrement apprendre, mais ici l'apprentissage doit être très court parce que il y a directement le TQO là qui s'annonce. On aura l'occasion de reparler abondamment de cette sélection Fagnon avec l'arrivée de Jean-Baptiste Bissek aux commandes de cette formation. Ça charrie beaucoup d'espoir. Vous avez parlé de cette culture de football qu'a Jean-Baptiste Bissek, un football offensif qu'il prône. Et cette rigueur, on sait que ce football s'est un peu perdu dans des dédales et autres faits divers. On va rester dans le football féminin pour parler de toute autre chose. Et c'est un regard au récroco que l'on va faire à présent avec la Coupe du Monde féminine 2023, Bébel, ce fut le chemin des croix des têtes de série, avec l'Allemagne et le Canada tombés en phase de poule, la France également qui cale à la surprise générale, et puis le SAC. C'est une grande première de l'Espagne qui est sur le toit du monde du football féminin. On va faire un bilan avec Esther Aimbo. Une première pour la Roja Femenina. L'Espagne s'adjuge le titre de championne du monde au terme d'une rencontre âprement disputée face à l'Angleterre. Score de la partie, 1-0. Après les États-Unis, c'est au tour des Rouges et Jaunes de prendre le sacré Graal. Rien n'a été facile après une demi-finale où les Anglaises ont dominé les Australiennes par 3-1 et que l'Espagne a pris le dessus sur la Suède 2-1. Sur la ligne de départ, elles étaient 32 nations prêtes pour la compétition. Après la phase de groupe, 16 pays, dont 2 nations africaines, le Nigeria et l'Afrique du Sud, se sont qualifiés pour les 8e de finale. Les stades d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont accueilli 2 millions de spectateurs et près de 2 milliards de téléspectateurs ont suivi la compétition. En 64 matchs joués, 164 buts ont été marqués pendant cette Coupe du Monde, soit une moyenne de 2,56 buts par match. 106 cartons jaunes et 6 cartons rouges ont été encaissés. Des figures se sont également illustrées pendant la compétition. Miyazawa du Japon, meilleure buteuse avec 5 réalisations en 5 matchs. Alexander Pope, 4 buts en 3 matchs. Et Kadidia Tudjani, 4 buts en 5 rencontres. L'Italie est le pays qui a commis le plus de fautes, soit 20 au total, contre 17 pour l'Angleterre. L'on se rappelle de cette faute lourde de Lauren James sur la Nigériane Michelle Alozie. Une erreur qui a valu à l'attaquante de Chelsea une exclusion. La compétition a démarré le 20 juillet et s'est achevée le 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Rendez-vous à la prochaine édition, peut-être avec une participation du Cameroun. Coach Thierry Motomon, on parle du sacre de l'Espagne. Le sacre de la Hoya, cette fois-ci en version d'homme, c'est peut-être le sacre du beau jeu, ce football prôné par l'Espagne dans toutes ses catégories, que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des jeunes, le sacre du beau jeu, et c'est qu'elles ont envoyé comme jeu dans ce mondial, le football féminin.
c'est le jeu qui n'a pas été offensé et c'est un sacre largement mérité? Je crois que c'est largement mérité. Quand on revoit un peu cette équipe, on a l'impression que c'est effectivement le foot, comme ça s'est constitué avec le foot masculin, c'est-à-dire en 2000, une équipe qu'on a commencé à préparer avec Iniesta et les autres, qui a réussi à avoir le sacre une dizaine d'années après. Et c'est ce qui a été fait. Quand vous remarquez si vous remarquez, l'équipe a été constituée sur 11 titulaires. On a carrément 7 ou 8, n'est-ce pas, du Barça. Donc c'est une équipe. À ce moment-là, on n'est pas seulement sur une sélection. Généralement, la sélection, les joueuses viennent de partout et puis le coach, il a des difficultés peut-être à faire prendre la mayonnaise, mais là, c'est facile parce que ce sont des filles qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui se connaissent très bien. C'est clair, c'est clair. Ce jeu de passe, c'est clair. Elles se connaissent très... Bébel, c'était très beau. On parle par exemple de cette ossature forte venue du Barça. Ce fut pendant longtemps la marque de fabrique du football de sélection au Cameroun, avec le canon comme locomotive. C'est encore possible maintenant? Non. Je m'excuse de blesser les fausses sensibilités. Non, c'est clair. Le football au niveau des clubs, le football solide au niveau des clubs a disparu. Est-ce la faute de ce qu'on appelle la démocratie rampante? Est-ce la faute de ce qu'on appelle, j'aime votre langage codé, est-ce ce qu'on appelle les cartes pipées au niveau des sélectionneurs ou des entraîneurs? Ou alors, est-ce une logique? Ni l'une ni l'autre de ces données ne correspond à votre question ni à ma réponse. Non. L'ossature des clubs aujourd'hui, est-ce que Coton Sport peut constituer l'ossature de la sélection nationale aujourd'hui? Je dis non. Il faut être clair. Quand on aime bien un ami, on lui dit des vérités. La preuve, depuis des années, Coton Sport nous sort 1 ou 2 attaquants de pointe par moment, mais on sent dans leur jeu qu'il y a encore de la jeunesse. Alors que le canon, mon canon à moi, c'était du solide. C'était le vieux canon. Mon canon à moi, c'était du solide. Et ça pouvait... Il y avait 9 titulaires quand même. J'aurais pu se dire la même chose du Tonnerre de Yaoundé en 82 avec Ebongue, Kingé, Dibongue. Le Tonnerre de 82 qui a porté la sélection junior en Australie. Sorti de l'école de Brasserie du Cameroun. Sorti de l'école de formation. Sorti dans la formation, alors que ce n'était pas le cas du canon, par exemple. Bébel, on va introduire Maître Daniel Ngoss. Il est là, il nous attend dans les prétoires parce que le football, c'est des fortés dans les prétoires. Daniel Ngoss qui est resté foutu dans l'arme. Hein. Daniel, l'Espagne, qui a peut-être repris les vieilles recettes, avec cette ossature forte qui sort d'un club comme le Barça, ça a pu jouer en grande partie dans ce sacre obtenu lors du mondial féminin. Forcément, mais peut-être pour dire un mot sur la question précédente, je pense que au-delà de la force des équipes, telle qu'on la constate, il faut chercher les raisons un peu plus loin. Le patriarche Abel Mengele dit, lorsqu'une pépite, enfin, ce qui pourrait devenir une pépite, monte la tête, tout de suite, c'est happé et ça va ailleurs. Donc, il n'est pas possible aujourd'hui pour un club... Le libéralisme sportif, depuis l'arrêt Bosman, c'est ça? Non, disons, mais pourquoi est-ce que les Espagnols gardent leurs filles chez eux? Parce qu'ils ont mis des conditions pour pouvoir garder les leurs chez eux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la réflexion doit aller au niveau de comment faire pour garder les nôtres. Et ce n'est qu'à ce moment-là, une fois qu'on les garde, qu'on peut espérer que l'ossature d'une équipe nationale puisse venir d'une sélection, enfin d'une équipe du championnat, ou alors 2-3 joueurs, déjà c'est pas mal, qui viennent d'une même équipe. Si on en a comme ça 2 équipes ou 3 qui nous en produisent 2-3, c'est pas mauvais, mais je pense qu'actuellement c'est pratiquement impossible. Dès que quelqu'un pointe, dès qu'il a marqué 8 buts pour un attaquant, il est bon parti, pour... Voilà, il est parti. Monsieur, on va marquer une petite pause, 30 secondes. C'est très court et on va rentrer dans le dur de cette édition avec la Fédération camerounaise de football. Depuis quelques mois, un conflit se cristallise entre les présidents des clubs et la Fédération camerounaise de football. Un conflit qui visiblement a pris naissance au sein de l'ASEC, l'association des clubs d'élite du Cameroun, qui a
qui est plutôt au bord de l'implosion. Des présidents qui se sont rencontrés à Douala il y a quelques jours pour donner leur position sur cette grosse embrouille. Gaël Moudjondedi, qui a suivi cette actualité, nous en parle depuis Douala. Lorsque des présidents des clubs de Ligue de football ont donné rendez-vous aux journalistes dans un hôtel UP de la ville de Douala le jeudi 17 août dernier, ils étaient bien décidés à faire connaître au monde leurs récriminations contre leur fédération de tutelle. Boostés qu'ils étaient par les sentences du TAS tombées 2 jours plus tôt. L'irruption dans cet espace feutré des forces de l'ordre qui empêche le rendez-vous de se tenir ne douche pas leur détermination. Nous ne rentrons pas frustrés. Nous avons suivi et nous sommes légalistes. Nous obéissons à l'arrêté de monsieur le sous-préfet qui nous interdit de faire notre conférence de presse. Bon, nous attendons prendre de nouvelles dispositions pour que ce soit fait dans un cadre beaucoup plus convivial et avec l'accord et l'assentiment des autorités administratives. Je suis très gêné, très déçu. Les acteurs privilégiés se sont retrouvés aujourd'hui pour parler des problèmes qui concernent leur activité, communiquer avec la presse nationale, essayer de dire aussi, d'apporter quelque chose pour construire l'édifice Football Cameroun qui est en train de traverser la période de disette en interprétant de manière objective les sentences du TAS. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la fédération sans exécutif, ce qui nous pousse à beaucoup réfléchir. Mais c'est le football camerounais qui est malheureux, puisqu'il est toujours dans les tribunaux, il est dans les plaidoiries. Vous allez vous rendre compte que les 3-4 derniers mois, on parle plus des tribunaux que du terrain. Maintenant, c'est aussi l'occasion d'interpeller ceux qui ont la possibilité de gérer notre instance, de comprendre qu'il faut faire avec tout le monde, même ceux qui sont contre votre façon de faire. La bande à Faustin Domke et autre Justin Tagou trouve une parade pour transformer ce rendez-vous en discussion à bâton rompu autour d'un déjeuner et faire circuler son communiqué final frappé de 3 points majeurs. Il s'agit notamment de demander à la FECAFOOT de convoquer sans délai une assemblée générale extraordinaire pour constater la vacance à la tête de l'instance fêtière nationale. Les présidents réunis à Douala déclarent également prendre la décision inflexible de ne participer à la prochaine saison que sous la houlette de la Ligue de football professionnel du Cameroun et enjoignent également le président de la LFPC de convoquer instamment une assemblée générale de la LFPC pourtant dissoute par eux-mêmes il y a moins de 18 mois. Ceci afin de préparer la saison prochaine MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Mais les griefs semblent en réalité divers et souvent le fruit de frustration et d'insatisfaction individuelle. Vous savez que j'ai été à titre personnel suspendu de 5 ans d'activité du football. Stade de Bertois a été relégué en ligue départementale. Donc, vous dire que je ne suis pas heureux, la décision du TAS est un euphémisme. Mais cela interpelle plus notre conscience sur l'attitude qu'on a laissé les gens avoir dans la gestion du football sans mettre des garde-fous. Les 2-3 derniers mois, on parle davantage des présidents du club, on parle davantage de nous d'une manière un peu négative. Il est important ici qu'on apporte également notre façon de comprendre, notre façon de voir et comment désormais on peut se projeter pour éviter de se retrouver dans les mêmes logiques. Il va sans doute, on a parlé de problèmes de salaire, on a parlé de problèmes de financement, on parle des problèmes de difficultés des clubs. Et maintenant également la relation entre l'instance fêtière et les acteurs qui sont sur le terrain. C'est de tout ça que nous souhaiterions parler à la presse. Malgré ces griefs vifs qui donnent à penser à une position tranchée, on peut sentir une gêne sourde, un besoin d'être écouté et pris en compte, même dans l'erreur. Quand cet exécutif est arrivé, qui prenait davantage le rassemblement, rassembler les acteurs tout autour d'une idée. Et malheureusement, certains se sont retrouvés insatisfaits. Et quand vous donnez un peu des brèches aux autres de saisie des tribunaux, malheureusement, vous êtes obligés de se retrouver là. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous n'allons pas chercher des anges au paradis pour venir gérer le football camerounais. Nous allons le faire avec des Camerounais, mais il faut que les Camerounais apprennent à s'accepter, à accepter les critiques, à accepter faire avec même ceux qui sont contre leur façon de voir les choses, parce que nous tous, chacun a quelque chose à apporter pour bâtir l'édifice football Cameroun.
il revient à ceux-là même qui sont à l'origine de tout ce désordre, de trouver les moyens de les arranger. Avec nous, bien sûr. Si on subdivise la fédération en micro-ligues, vous allez voir que tout ce monde qui est en train de parler aujourd'hui, personne ne va aller contester. Mais si on décide d'écarter de manière régulière les uns et les autres, nous allons nous retrouver toujours avec un éternel recommencement. Loin des micros toutefois, les langues de quelques-uns de la bande des 15 se délient. Et on affirme alors que cette fronde butée contre la FECAFOOT est en réalité une charge déterminée contre le président de la SEC, Pascal Aboundé, honni par les présidents des clubs d'élite et qui s'est réfugié derrière le président de la fédération, dont la vraie faute serait finalement une ingérence dans la gestion de ce regroupement qui n'est guère membre de la FECAFOOT. Les présidents ainsi rassemblés ont même tenté de lancer une nouvelle association, la CFPC, sans succès. Maître Daniel Ngoss, ce football camerounais, décidément divisé, clivant. C'est dommage. Nous avions pensé il y a quelque temps que tout cela était derrière nous. Malheureusement, ça revient de plus belle. Et on ne peut que s'en désoler. Bébel, que faire pour ce football camerounais qui s'invente la crise permanente? Quitter les prétoires. Quitter les prétoires. Je me souviens lorsque le début ont commencé, Maître Ngoss était un assidu dans mes bureaux. Il ne manquait pas 2 semaines sans qu'il vienne me demander qu'est-ce qu'il faut faire. Pourtant, il était acteur unique à l'époque. Bon, depuis, chacun a pris, c'est pourquoi je parle de démocratie rampante. Chacun a pris ses voies, lesquelles sont buissonnières, une voie buissonnière par-ci, une voie de circulation par-là, ce qui m'a mis un peu en retrait, pas à la retraite. Parce que les gens me disent, mais il faut parler des amis qui m'interpellent régulièrement. Je leur dis la faute aux acteurs eux-mêmes, qui ont permis à ce que les plaidoiries entrent dans leur jeu. C'est-à-dire, la justice entre dans leur jeu. Le sport n'a qu'une seule justice. Le terrain, des fautes techniques, des fautes de jeu, des fautes crapuleuses. Lorsque j'ai cerné cela, et l'arbitre qui est au centre, eux-mêmes ont accepté d'innover avec l'immixtion du Comité national olympique et ses chambres juridictionnelles. Ils sont allés loin en estimant que le TAS pouvait intervenir à tout moment. Le TAS n'est pas obligé d'intervenir, n'était pas obligé d'intervenir. Combien de dossiers passent en Europe sans passer par le TAS? Ça existe. Pendant longtemps, on avait juré que le gouvernement pouvait, avec, vous voyez, je parle de la FIFA, s'entendre sur un certain nombre de mesures consensuelles. On est resté dans le même espace géographique. On a migré du côté de Lausanne avec le TAS. Comment faire pour s'en sortir? On aura l'occasion de reposer la question tout à l'heure à Évariste Eyenga et à Maître Yannick Ndo Soki qui nous vient de la Côte d'Ivoire. On va repartir du côté de Douala. On nous attend Gaël Moudjo, Gaël, qui est avec nous pour ce complément de reportage. Ils étaient, et vous l'avez dit, 15 présidents à la conférence avortée de Douala. What next? C'est quoi la suite, Gaël? Ils sont 35 clubs d'élite au total au Cameroun et les tractations continuent en coulisses, même si les clubs, pour la plupart, ont commencé à ralentir leurs préparatifs pour le début de la saison. Vous le savez, Raphaël, la saison est prévue pour démarrer le 30 septembre prochain, mais avec toutes les nouvelles réformes enclenchées par la FECAFOOT, il faut parier que nombre d'entre eux ont du mal à y arriver, et ils le confient d'ailleurs, ils ont du mal, sans parler de toutes ces annulations en cascade prononcées par le TAS, des annulations qui commandent qu'on se mette autour d'une table. On va donc continuer de suivre cette actualité dont la clé réside dans la capacité des uns et des autres à s'amender et à trouver le juste compromis pour le bien du football et du Cameroun. Merci Gaël et la grosse bise. On se retrouvera certainement la semaine prochaine parce que c'est tenu un congrès de l'Union de Douala. Là encore, il s'est passé des choses du côté de Douala. On parlait des voies de sortie
des crises. D'abord, comment appliquer ces résolutions du tribunal arbitral des sports? Parce que ce football camerounais qui est dans les tribunaux, avec 2 décisions de justice qui divisent les acteurs du football camerounais, les 2 sentences du tribunal arbitral du sport à Lausanne, notifiées à la Fédération camerounaise de football le 15 août dernier, interviennent comme un coup de sifflet à la responsabilité suspendue des entités vidées de leurs compétences et des clubs relégués. Chacun y va de son interprétation, y compris la Fédération camerounaise de football, camper sur sa position imperturbable. Comment envisager un terrain de sortie des crises ou bien l'exécution des 2 sentences? C'est la grande enquête que signe Évariste Yenga. À se référer aux spécialistes du droit du sport, les sentences du TAS, tribunal arbitral du sport, sont à exécuter sans hésitation. Les sentences du TAS, les récentes sentences du TAS sont non seulement d'exécution immédiate, mais aussi en principe d'exécution volontaire. Une fois que le tribunal arbitral du sport, le TAS, a rendu sa sentence, elle est d'application immédiate. Mais il y a 2 possibilités dans l'exécution. Vous avez donc l'exécution volontaire, qui normalement est de principe, et l'exécution forcée qui a lieu lorsque malheureusement une partie joue de la mauvaise foi et est réticente à exécuter les sentences du tribunal arbitral du sport. À ce moment, on fait recours à l'exéquatur qui passe par un double procédé. Le procédé de reconnaissance, le tribunal de première instance, le président du tribunal de première instance, qui est le juge du contentieux de l'exécution, va s'assurer que la sentence arbitrale respecte l'ordre public camerounais. Une fois qu'il s'est assuré de cela, il appose donc la formule exécutoire sur la sentence. C'est cela qui constitue l'exéquatur. Et avec cette exéquatur, la sentence devient une décision de justice devenue définitive qui intègre donc l'ordre juridique camerounais. Dans le cadre d'une absence de recours de la part de la FECAFOOT, les bénéficiaires des sentences doivent ipso facto entrer en jouissance des décisions. Les sentences du TAS, elles sont suffisamment claires, que ce soit pour le cadre de la Panthère, que ce soit pour la procédure nommée Guibaï Gatama. La Panthère d'Undé a justement fait appel au niveau du tribunal arbitral du sport en contestation de la résolution numéro 15. Ces décisions sont donc nulles et de nul effet. En d'autres termes, ces décisions sont considérées comme n'avoir jamais existé. Et donc, cela opère une suspension, une suppression rétroactive de ces décisions. Et il faut donc tenir compte de ça pour exécuter la dite sentence. Ce qui concerne M. Kwedem, qui est le président de la Ligue régionale de l'Ouest, la sentence dans la procédure de Sieur Guibaï Gatama et consorte frappe de nullité l'ensemble des résolutions de l'Assemblée générale du 27 août 2022. Et donc, une des résolutions était la suspension de M. Kwedem. M. Kwedem est le président de la Ligue régionale de l'Ouest. Dans la foulée des multiples interprétations des sentences du TAS, certains s'engagent déjà à leur exécution. C'est le cas de la LFPC, la Ligue de football professionnel du Cameroun, convaincue d'avoir été réhabilitée. Cette résolution étant nulle et de nul effet, la Ligue de football professionnel existe bel et bien et n'est pas dissoute. Le tribunal arbitral du sport a réhabilité la Ligue. Et la Ligue retrouve donc tous ses droits en tant que membre de la fédération. Mais il faut relever quand même qu'il y a une décision du tribunal arbitral du sport qui date de 2020, qui confirmait la décision de retrait des compétences de l'organisation du championnat professionnel à la Ligue de football professionnel, qui reste une décision du tribunal arbitral du sport exécutoire. Il faut donc la distinguer de la récente décision relative à l'existence de la Ligue de football professionnel en tant que personne morale, entité distincte de la Fédération camerounaise de football. La Ligue reprend déjà corps. Des réunions sont tenues, un nouveau siège est recherché et des personnes nommées au poste. Ici, on estime que le retrait de la compétence par la FECAFOOT en 2020 était ponctuel et ne saurait tenir à l'infini. Une mesure provisoire reste une mesure provisoire. Et la mesure provisoire avait été validée d'abord par la tutelle de la FECAFOOT, qui est la FIFA, et la Ligue avait contesté cette mesure provisoire. Et le TAS avait confirmé la mesure provisoire. Donc il faut dire à l'opinion, et la FIFA avait bien dit, que la mesure de retrait de compétences est une mesure provisoire juste pour que la Ligue essaye de régler les problèmes qu'elle a en interne que vous nous avez présentés.
Le retrait des compétences en novembre 2020 était une mesure ponctuelle et circonstancielle. Et le juge du TAS précise bien cet aspect. Les raisons qui avaient été avancées par la FECAFOOT tenaient ou alors valaient au moment du retrait. Mais ces raisons ne valent plus aujourd'hui. Vous savez, le provisoire ne peut pas s'étaler sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. La Ligue va saisir les autorités pour que, n'est-ce pas, le mécanisme de subvention qui avait été suspendu le temps que le tribunal se prononce, que ce mécanisme soit, n'est-ce pas, rétabli et que la Ligue puisse entrer, n'est-ce pas, en possession ou alors puisse bénéficier de ces subventions de l'État pour se remettre véritablement au travail. Pour sa part, la FECAFOOT, par voie de communiqué, a reconnu avoir été notifiée par le TAS le 15 août dernier au sujet de 2 sentences. L'une sur l'affaire Guibaï Gatama et consorts et l'autre sur le cas de la Panthère sportive d'Undé, Nzuimanto. Selon la FECAFOOT, la relégation de la Panthère est maintenue. L'instance du football que dirige Samuel Eto'o n'en dit pas davantage sur l'exécution des sentences ou pas. Elle renvoie à se référer à son communiqué rendu public. Nous avons le secrétaire général du SINAFOC, le syndicat national des footballeurs du Cameroun, dans la vie de tous les jours. Avocat, je voudrais interroger tout d'abord le secrétaire général du SINAFOC, parce qu'on sait qu'il y a eu une prise de parole forte de votre président ces jours. Il y a eu des interprétations également. Quelle est la position du SINAFOC dans ce bras de fer de Groa qui secoue le football camerounais? Alors, quelle est la position du SINAFOC? Je crois que je l'ai dit à d'autres occasions, le président l'a dit, on demande à chacun de se ressaisir. Parce que, vous savez, la guerre, quand elle est engagée, autant celui qui a été agressé subit des pertes, autant celui qui agresse subit des pertes. Et à la fin, moi je ne connais pas une guerre qui se soit terminée sans que les acteurs ne se soient assis autour du même table. Donc le SINAFOC, on nous reproche de ne pas prendre parti, mais qui est plus footballeur que qui? Ou qui défend mieux ou plus les intérêts du footballeur que l'autre dans ce combat-là? Nous pensons que l'intérêt du footballeur, et je pense que le patriarche l'a dit tout à l'heure, c'est le jeu sur le stade. Et nous soutiendrons toujours vers ceux qui favoriseront le jeu sur le stade. Qui t'apprend le leadership de ce mouvement de rassemblement? Non, ce n'est pas le rôle, et ça, il faut que ce soit clair. Le syndicat des footballeurs n'a pas pour rôle d'organiser le football. Ce n'est pas son rôle. Alors, si quelqu'un nous attribue ce rôle, il n'a absolument rien compris. Ou si quelqu'un attend à ce que nous jouions ce rôle, il n'a rien compris. Notre rôle est de défendre les intérêts des footballeurs. Nous ne pouvons pas être un club, nous ne pouvons pas être la fédération, nous ne pouvons pas être la ligue. Nous ne pouvons être que le syndicat des footballeurs et nous ne pouvons jouer que le rôle qui est dévolu au syndicat. Par contre, lorsqu'il y a un débat public, le syndicat en tant que footballeur peut donner son avis. Et nous disons aujourd'hui que tout ce qui se passe, les décisions qui sont revenues du TAS, vous en parliez tout à l'heure dans le reportage, elles sont inapplicables en l'état. Parce qu'en fait, elles ne donnent pas une position claire sur un certain nombre de choses. Si pour ceux qui ont été exclus des organes de la fédération, c'est clair, c'est-à-dire vous avez été sanctionné, vous êtes mis de côté, c'est clair, quand on a annulé, vous revenez à votre place. Ce n'est pas aussi clair que ça pour le club ou pour la ligue. Lorsqu'on dit qu'on a annulé la résolution qui met en place l'organe qui vous a sanctionné et qu'on ne dit pas quel est votre sort après cette annulation, il y a un problème. Et je le dis vraiment sans état d'âme, et c'est l'avocat qui parle. Et surtout un avocat qui s'intéresse, qui est un acteur dans les questions... Spécialiste du droit du sport. De ce droit-là. Je dis que je ne sais pas si Panthère a demandé... Vous savez, il y a un précédent dans le même domaine, avec New Star de Douala. New Star de Douala avait été rétrogradé par une décision d'une instance juridictionnelle. Et New Star a demandé qu'on annule cette décision. New Star ne s'est pas arrêté là. New Star a demandé qu'on
déclarent qu'ils sont maintenus en division d'élite. À la CCA, la Chambre de conciliation d'arbitrage du Comité national olympique, ça a été confirmé, au TAS ça a été confirmé. La fédération n'avait aucune autre issue que d'exécuter telle qu'elle. Mais dans le cas de Panthère, je sais que ça ne fait pas plaisir quand on le dit ainsi. Mais c'est justifié qu'on se dise, oui, on a annulé. Et dans ce cas, que fait Panthère? Demander plus de précisions à ses arbitres ou pousser au tribunal suisse, qui est la prochaine étape? Non, le tribunal suisse ne connaît pas des faits. Et vous avez souvent entendu ici, nous avons fait appel devant le tribunal fédéral suisse, par toutes les sentences qu'on a eues au Cameroun. Vous avez suivi une seule fois la décision du tribunal arbitral suisse. On vous a rendu compte d'une seule décision, et ça, je vous dis, ça dure depuis au moins 10 ans. Vous avez déjà suivi qu'une affaire qui est allée là-bas est revenue avec une décision qui a changé quelque chose. Le tribunal fédéral suisse va simplement observer, va simplement contrôler 2 choses. 1, est-ce que le droit camerounais a été appliqué par le tribunal arbitral suisse? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que les règles de procédure du tribunal arbitral suisse ont été appliquées? Donc, une vérification formelle de toutes ces interrogations au niveau de la forme et du fond? Non, de la forme. Si jamais le tribunal arbitral suisse estime qu'il y a une des règles qui a été violée, elle va casser, elle va renvoyer le dossier devant le même tribunal suisse pour lui demander de réexaminer en tenant compte de son avis. C'est tout. Et donc, on va revenir devant le tribunal fédéral suisse. Et personnellement, je dis, ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, on est vraiment loin du... Ce n'est pas la solution. Si vous prenez le cas de la Ligue, on dit la Ligue est rétablie dans sa personnalité juridique. What else? Quoi? La suite, c'est quoi? Quand on sait que le même tribunal a dit quelque temps... Mais je voudrais vous proposer un regard. C'est un regard singulier. Parce que cette crise du football camerounais secoue toute la planète. Au regard, bien sûr, du football camerounais, qui est une place forte du football mondial. Du côté de Paris, nous avons rencontré Karim Baldé, qu'on ne présente plus. Entretien exclusif, regardez. C'est vrai qu'on a de quoi soupirer en voyant ce qu'il se passe et les dernières décisions du tribunal arbitral du sport, ou plutôt les conséquences, puisque avec l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, on s'attendait à un grand nettoyage et surtout à une nouvelle ère en réalité pour le football camerounais, surtout dans son organisation, dans ses instances, qui est plus de clarté, plus de transparence et surtout un accent mis sur les joueurs et les clubs. Le problème, c'est qu'avec toutes ces histoires, ça commence à ternir quand même le mandat de Samuel Eto'o. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça quand même, on n'a même pas fait les 2 ans. Et là, il y a beaucoup d'histoires. Et avec cette décision du tribunal arbitral du sport, le fait que la Ligue professionnelle camerounaise ait été réhabilitée, et ben malheureusement, là, il y aura une guerre des clans, il y aura une guerre des chefs. Et là, on le voit bien avec ces histoires où on a l'impression de la revanche des vaincus, finalement, de l'élection à la FECAFOOT. Et ça n'augure rien de bon en termes de climat pour le football camerounais. Eh ben, c'est toujours le problème dans ces cas-là, puisque d'après Samuel Eto'o, il n'est pas menacé malgré les sanctions du TAS, ou malgré les décisions du tribunal arbitral du sport. Et c'est vrai d'ailleurs, il est toujours maintenu à la tête de la fédération, puisqu'il faut quand même rappeler que les plaignants voulaient carrément discréditer le processus d'élection même de Samuel Eto'o à la tête de la fédération camerounaise de football. Ça, le TAS a répondu. Finalement, il faut qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT pour pouvoir décider ou non de la validité de l'élection de Samuel Eto'o fils. Donc de ce côté-là, effectivement, il est toujours légitime à la tête de la fédération. Le climat, malheureusement, va se détériorer forcément, puisqu'il y aura les partisans d'un côté de Samuel Eto'o, les adversaires qui vont se faire la guerre pour savoir si Eto'o peut ou non rester à la tête de la fédération camerounaise. Mais pendant ce temps-là, que se passe-t-il avec la sélection? Il y a un match capital quand même de la sélection à venir au mois de septembre face au Burundi. Que faire avec les autres sélections, de jeunes, les féminines, etc. Est-ce que les travaux, les chantiers lancés par Samuel Eto'o vont être mis en suspens, mis à l'arrêt à cause de ces histoires-là? Ça, c'est la question qui va se poser au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Il va
forcément des racines profondes. Et c'est vrai que Samuel Eto'o voulait justement changer la donne au sein de la fédération. Et on voit que le nettoyage, c'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire, puisqu'il y a forcément des personnes qui vont vouloir s'accrocher au pouvoir, une vieille garde qui va vouloir revenir aux affaires d'une manière ou d'une autre. Donc le nettoyage n'est pas si facile. Le problème de Samuel Eto'o, c'est qu'il n'aide pas à la cause finalement. On l'a vu sur l'histoire des arbitres par exemple. Alors sans vouloir rentrer dans les détails administratifs, la FIFA pourrait s'introduire dans les affaires s'il y a ingérence politique. On le voit par exemple avec la République démocratique du Congo, où la FIFA a adressé quand même un avertissement sérieux à la FECOFA, donc la Fédération congolaise de football, parce que le ministre des Sports a voulu lui-même s'immiscer dans les affaires du championnat national et de son organisation. Donc pour que la FIFA s'en mêle, il faut qu'il y ait vraiment une ingérence politique ou des faits quand même graves. La CAF déjà s'en occupe et on l'a vu ces derniers temps avec l'ouverture d'une enquête par la Confédération africaine de football. Donc je pense que la FIFA va rester en retrait pour l'instant, va laisser la CAF faire et dans un second temps, on verra ce qui se passera si jamais vraiment ça prend de l'ampleur. On connaît malheureusement ce qui se passe quand une organisation comme la FIFA ou comme la CAF intervient. Ça finit par des comités de normalisation. On en a déjà beaucoup trop sur le continent, donc j'espère que ça n'arrivera pas au Cameroun. Surtout alors que Samuel Eto'o incarnait le retour de la base du football et du jeu au cœur du projet d'une fédération sportive. Est-ce que les fédérations africaines sont prêtes ? Il le faudrait, j'ai envie de dire. Il le faudrait quand même. On est en 2023. Le football de club en Afrique a pris quand même beaucoup de retard quand on compare avec ce qui se passe sur les autres continents. Et même si certaines sélections nationales peuvent briller en Coupe du Monde, comme le Maroc par exemple, ou des équipes nationales fortes comme le Sénégal, le football de club est encore le parent pauvre, que ce soit au niveau des compétitions continentales, comme la Ligue des Champions. On voit bien que la Super League, que même la CAF cherche des formules quand même pour rendre les compétitions de clubs plus attractives en Afrique, mais c'est encore pire au niveau national. Alors si je reste sur le cas du Cameroun, avec l'arrivée de Samuel Eto'o, il y a eu l'arrivée de sponsors, plutôt le retour d'un sponsor principal, l'opérateur de téléphonie MTN, pour sponsoriser les championnats. Les sponsors, ça fait partie de la boucle économique et le football a besoin de ça pour se développer. Donc le professionnalisme passe aussi par ces leviers économiques. Mais pour attirer les entreprises dans le sponsoring des championnats ou dans l'assistance au développement d'un championnat, il faut qu'il y ait de la clarté au sein des instances et pas qu'il y ait des micmacs à gauche, à droite en permanence. Donc c'est là où la question se pose effectivement, est-ce que toutes sont prêtes ? Je ne veux pas parler à l'échelle panafricaine, ce serait un peu long de revenir sur tout ce qui se passe au sein de beaucoup de fédérations, mais si je reste sur l'exemple camerounais, on peut quand même dire que Samuel Eto'o a voulu faire des efforts en matière de sponsoring, mais si jamais justement il venait à être débarqué de son poste ou s'il venait à démissionner pour X ou Y raison, ce serait un retour en arrière et ce serait quand même malheureux pour le développement du championnat camerounais de football. Karim Baldé, gloire dans ses bottes. Bébel, la solution, il faut fédérer. Mais peut-on fédérer l'ensemble des acteurs, la famille du football camerounais, si divisée, si clivante? Si, je m'excuse de parler sport et politique, les deux d'ailleurs sont indissociables, n'est-ce pas? Ils sont liés. Mais il fut un moment ici où un grand parti politique leader a divisé le peuple. Et on a vu ce leader de cette opposition être visité dans son palais, dans son village, par des membres du gouvernement qui n'avaient pas l'onction formelle. Oh. Non, il faut éclairer les gens. Vraiment, c'est ce manque de langage-là et de clarté. On a vu des ministres de ce gouvernement aller vers ce leader, regretté leader, très regretté leader, aller vers lui dans son palais de Tarekon. Prendre de petits déjeuners, parfois des déjeuners. On a vu ce leader, alors que personne ne s'y attendait, aller au palais du peuple, au palais de l'unité. On veut échanger avec beaucoup de convivialité, je dirais même de complicité avec le président de la République. Donc rien n'est impossible dans... faut répondre à votre question. Rien n'est impossible. Mais en revanche, Raphaël,
J'ai peur de ceux qui entourent un camp et l'autre camp. Et je le dis devant Thierry. J'ai peur des gens qui ne savent rien des enjeux et qui se permettent de donner leurs avis. Moi, je ne serai jamais un chirurgien. Je ne serai jamais un chirurgien. Je n'en ai pas la capacité. Je ne serai jamais un avocat à la dimension d'un gosse, mon fils. Je n'en ai pas les capacités. Je ne connais pas le droit. Mais la logique m'apprend à maîtriser certaines données du droit. La logique et mon âge. Vous parliez au début de cette émission de l'arrêt Bowman. Vous savez que depuis que cet arrêt a été accepté par les Européens, Bowman a disparu de l'échiquier du football. Il n'a plus eu un seul club. Il n'a plus eu un seul club. Parce que les gens l'oublient. Bon, il y a beaucoup qui n'avaient pas l'âge de Bowman quand Bowman faisait cet arrêt aujourd'hui et qui se permet de donner des points de vue et des avis. Il faut faire attention. Pour Bowman, donc, laissons ça parce que nous allons vers là. Les sentences doivent être appliquées. Mais comment ? Et je crois que Maître Ngos a Tiens, puisque vous parlez de l'application de ces sentences en ce qui concerne le tribunal arbitral de sport, on me signale la présence. C'est une présence très importante. C'est le vice-président, le premier vice-président de l'association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, M. Yannick Dosengui, qui se trouve en régie. Il est avec nous, il est en loge. Il est accueilli, me dit-on, par Rosalie Sofinke. Il va nous entretenir sur les compétences du tribunal arbitral du sport pour nous permettre de comprendre la nature des sentences rendues par cette juridiction sportive. On me signale qu'il est effectivement dans les loges, dans les couloirs. Rosalie Sofinke, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Pour mieux comprendre l'importance des décisions rendues par le TAS et le poids de cette institution en Afrique, nous nous sommes rapprochés de maître Yannick Dosengui. Il est avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Il est également arbitre dans le sens juridique car il a l'expertise pour analyser et même éclairer l'opinion sur des questions de litige. Alors, maître Yannick, bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'inviter sur votre prestigieux plateau et dans cette belle émission que regardent des millions de Camerounais et d'Africains. Nous sommes heureux de vous recevoir en tant qu'expert. Alors, dans nos fédérations sportives, nous entendons souvent parler de litige sportif. Alors, au sens des compétences du TAS, comment définir cela? Un litige sportif, c'est d'abord un litige, en ce sens qu'il s'agit d'une contestation juridique entre deux parties. Très souvent, on parle de demandeur et de défendeur. Donc, lorsqu'on parle de litige sportif, c'est un litige, c'est une contestation juridique, disais-je, qui a trait au sport. Ouais. Et plus précisément, s'agissant du TAS, c'est-à-dire du tribunal arbitral sportif, c'est une contestation qui a rapport soit à des questions d'ordre disciplinaire, je pense notamment à des questions de dopage, je pense à des questions d'altercation physique ou verbale entre des joueurs sur un terrain, par exemple, mais également à des questions d'ordre commercial, c'est-à-dire des questions de sponsoring qui peuvent se poser notamment pour un club ou une fédération, des questions d'indemnité de formation, des questions d'indemnité de transfert tout simplement, lorsqu'est sollicité un CIT, c'est-à-dire un certificat international de transfert. Alors, maître Yannick Dosengui, est-ce qu'un juge national peut prendre une décision contraire à celle préalablement rendue par le TAS? Est-ce qu'il peut avoir un conflit à ce niveau? Alors, répondre à cette question m'impose d'abord de vous indiquer qu'est-ce que le TAS? Qu'est-ce que le tribunal arbitral sportif? C'est une institution internationale qui est basée à Genève, mais c'est surtout un forum arbitral. Qu'est-ce que le forum arbitral? C'est une institution vers laquelle les parties se tournent lorsque survient un litige et elles décident en toute liberté que cette institution tranchera le litige qui les oppose. Donc, en réalité, cette institution a compétence, parce que les parties ont bien voulu déléguer la compétence à travers une clause compromissoire, une clause arbitrale, pour que cette institution tranche le litige. Mais pas seulement les fédérations, les confédérations, mais les organismes sportifs, les personnes physiques ou morales, dans leur rapport,
interpersonnels peuvent décider que, en matière sportive, dès lors que surviendra un litige, le tribunal arbitral du sport sera l'institution qui tranchera ce litige. Donc, ceci étant dit, lorsque le tribunal arbitral du sport a rendu une sentence arbitrale, c'est comme ça qu'on appelle ce type de décision, les parties sont définitivement et désormais liées par la sentence qui a été rendue à la condition de la triple identité, c'est-à-dire identité des parties, identité de la cause et identité de l'objet. Donc, dès lors qu'il y a une triple identité sur l'affaire en question, aucun juge, national ou autre, ne peut venir, ne peut se saisir ou ne peut être saisi valablement sur une question déjà tranchée. Dès lors que ça arriverait, ce fameux juge devrait se déclarer incompétent, parce que tout simplement une clause de compétence a été prévue dans les statuts, par exemple, de la Fédération camerounaise de football, de la Fédération ivoirienne de football, qui stipule qu'en cas de litige, ce tribunal arbitral serait compétent. Donc le juge national, au sens du juge qui sort de l'école de magistrature et qui a un statut dans les livres de l'État, ne peut plus se saisir de ces questions. Le ferait-il? Il serait incompétent. Et d'ailleurs, il y aurait autorité de la chose jugée par la sentence arbitrale. Alors, dans le cas de la FECAFOOT au Cameroun, deux approches s'opposent par rapport à l'affaire qui est en cours. L'une qui considère que seul le dispositif de la sentence arbitrale doit être appliqué, alors que pour l'autre, il faut tenir compte des points de motivation exposés par le juge. Que faire? Alors, cette question convoque la question du syllogisme judiciaire. Je m'explique. Dans le syllogisme judiciaire, c'est-à-dire dans le raisonnement judiciaire et juridique, nous avons une manière de procéder. Nous avons la mineure, qui sont les faits. Nous avons la majeure, qui est la règle de droit. La conséquence juridique naît de la confrontation entre la mineure et la majeure. Dans une décision du tribunal arbitral, la structure physique de cette décision indique ou répond à votre question. Alors, on commence par l'énoncé des parties, de l'identité des parties. Dans une décision typique, on énonce qui sont les parties en cause, on énonce les faits, la procédure, les arguments des deux parties. Par la suite, le tribunal donne son raisonnement, après avoir statué sur la recevabilité, après la compétence, il donne son raisonnement, et à la fin de la décision, nous avons un titre en gras qui commence par ses motifs. Le tribunal arbitral, statuant contradictoirement, 2 points à la ligne, décide, point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, et rejette le surplus des prétentions. Donc ce n'est que le dispositif du jugement, le par ses motifs, qui lie et qui impose de respecter cette décision. L'argumentaire contenu dans la décision ne peut valoir s'il apparaît que les parties veulent s'en saisir pour divertir le par ses motifs ou le dispositif du jugement. En un mot, seul le dispositif compte. Alors, dites-nous, maître, est-ce que le TAS dispose des moyens de contrainte pour s'assurer de l'exécution des sentences qu'il rend? C'est une bonne question que vous me posez. Alors, étant un forum arbitral, le tribunal arbitral du sport a bien évidemment une autorité de la chose jugée qui s'attache à ces sentences arbitrales. Et ces sentences arbitrales s'appliquent erga omnes, c'est-à-dire à l'égard de tous. S'il advient que par extraordinaire, une sentence arbitrale est rendue sur un point donné, et que les parties, ou une des parties, celle qui n'a pas prévalu, tente de se soustraire à l'exécution de cette décision, il pourrait lui en cuire. Pourquoi? Parce que une telle décision, d'abord, fera l'objet d'une exéquature. Qu'est-ce que c'est l'exéquature? C'est la transposition de cette décision, de cette sentence arbitrale, dans l'ordonnancement juridique camerounais. Et pour ce faire, la partie qui a prévalu, très souvent, se rend auprès d'un juge national et demande « Monsieur le juge, veuillez exéquaturer cette décision ». Et une fois que la décision a été exéquaturée, elle rentre dans l'ordonnancement juridique. Toute personne qui y résisterait s'expose à des sanctions pénales. Maître Yannick Dosongui, avocat au barreau du Cameroun, merci. Merci pour vos éclairages. Merci à vous, Côte d'Ivoire.
Merci. Avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Voilà, on va remercier notre invité Raphaël. Vous l'avez écouté. On va vous dire bonne suite pour votre émission. Merci Rosalie Sofinke pour cette exclusivité du premier vice-président de l'association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, arrivé il y a quelques minutes ici dans notre centre de production de Mbala 2. Il a bien voulu nous prêter son expertise. Alors que nous sommes rentrés dans le dur de cette émission, on va reparler maintenant des choses un peu plus gaies. C'est du football sur le terrain avec ce compte à rebours vers le futur. Les Lions indomptables d'Ozomu doivent absolument composter leur ticket de qualif le 12 septembre à Garoua dans une ambiance chaude bouillante. 30 secondes et on se plonge dans la sélection nationale qui doit vaincre le 12 septembre. On rentre dans le dur de cette édition pour parler des choses un peu plus gaies. C'est les Lions indomptables d'Ozomu qui doivent absolument composter leur ticket le 12 septembre du côté de Garoua face à une équipe du Burundi toujours difficile à jouer. La CRTV Sport et la CRTV dans son ensemble, amenée par le top management, le directeur général, bien sûr, est fixé sur ce match du 12 septembre avec un départ vers le 7 du côté de Garoua. Nous sommes installés en 48 heures chrono pour vous faire vivre de plus près cet avant-match Cameroun-Burundi dans un before exceptionnel où nous prendrons l'antenne 12 heures avant le kick-off de 20 heures du côté de Garoua. Alors, les joueurs à disposition des Rigo, après cette longue grève avec des formes différentes et une saison de transfert gaie pour les uns et moins bonne pour les autres. On fait le round-up complet sur les tendances, options de la liste des Rigo-Besson avec Collins Biama. Groupe aguerri et talentueux. La liste du sélectionneur-manager pour le match le plus important de l'année, celui qui déterminera l'année 2024, s'annonce plus que jamais crucial. Dans les buts, son retour est attendu et réclamé de tous, mais la balle est dans son camp. André Onana est le seul gardien camerounais en jambes et constant. Le finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions européenne en est à 3 rencontres de Première Ligue avec Manchester United. Davy Sepassi, titulaire à une seule reprise avec Abba Club en Saudi Pro League, cette saison devrait tenir son rôle de doublure en cas de retour d'André Onana. À ses côtés devrait figurer le nom de Simon Gapandouetbou. Le 3e gardien de l'Olympique de Marseille est un appelé permanent de Rigobert Song. Son club depuis son départ en juillet du FK Aouda, Fabrice Ondoa, titulaire lors de la dernière sortie des Lions indomptables contre le Mexique, devrait faire les frais de son inactivité. En défense, 2 cadres sont dans la même situation que Fabrice Ondoa, sans club. De ce fait, les présences de Faye Collins et Nicolas Nkoulou sont peut-être incertaines. Mais on imagine mal Rigobert Song se passer des autres cadres. Castelletto, Nouvou Tolo, Olivier Mbaizo et Christopher Wu, de retour de blessure, devraient tenir leur place. Toujours en défense, Oumar Gonzalez, désormais à Al Raed en Arabie Saoudite. Bokele Mputu, Darling Yongwa, sorti du banc du FC Lorient à 2 reprises cette saison. Au milieu, les certitudes semblent établies. Franck Zambouanguissa, Pierre Koundé Malon, Martin Onla, Olivier Ncham et Olivier Kemen devraient, sauf surprise, être de la réception des Hirondelles du Burundi à Garoua. Jean Onana du Besiktas et Gaël Ondoa du FC Servette sont en embuscade. Arthur Avom, le meilleur joueur des Jeux de la francophonie et néo-lorientais, pourrait être la surprise au milieu. La pépite de Lille, Carlos Baleba, est également espéré par les observateurs, même si réticent jusque-là aux appels de la tanière. L'attaque devrait être conduite par les habituels. Vincent Aboubakar, l'attaquant du Besiktas, pèse 18 buts et 4 passes depuis son retour en Turquie en janvier dernier. Eric Maxime Choupo-Moting a repris la compétition avec le Bayern Munich. Brian Bemo et son début de saison réussi avec Brentford. Karl Toko Ekambi, déjà à Abba Club avec Davy Sepassi. Nicolas Mouminga-Maleu, Jean-Pierre Samet des Young Boys de Berne. Jérôme Ngom, buteur la semaine dernière avec le Sheriff Tiraspol en barrage de Ligue Europa.
Au vu de sa forme actuelle, 4 buts et une passe décisive sur les 5 derniers matchs avec Sivaspor, un retour de Clinton Djie ne serait pas incompréhensible. Georges Kevin Koudou, Stéphane Baokeng ou encore Faris Pemi Mumbagna de Bodo Glimt peuvent eux aussi aspirer à faire partie de l'équipe qui devra se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Thierry, du moment dessus le pont, il y a du potentiel dans cette équipe du Cameroun. Non, il y a du potentiel, ça c'est vrai. Il y a du potentiel. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé, n'est-ce pas, lors de la dernière fenêtre FIFA, on peut quand même se dire qu'il y a du grand à moudre de ce côté-là. Mais seulement, je crois que c'est Arrigo, c'est lui qui détient les cartes, c'est lui qui détient, n'est-ce pas, la clé de la maison et qui devrait, n'est-ce pas, nous dire exactement qui va faire, qui sera là avec lui et qui pourra, n'est-ce pas, participer à cette qualification que nous attendons avec impatience. Mais ici, il faut avouer que au niveau des chaises, le jeu de chaises, depuis quelque temps, les Camerounais sont aussi, n'est-ce pas, sollicités à gauche et à droite, même si aujourd'hui l'Eldorado chez les Arabes devient de plus en plus l'affaire aussi des Camerounais et ça devient de plus en plus intéressant par rapport à ça. Mais quand on voit un peu la forme, surtout actuelle d'Aboubacar, ça donne de l'espoir parce que je crois que c'est celui qui a toujours été le fer de lance depuis quelque temps, celui qui met des buts à l'intérieur, celui qui... Et puis Mbemo aussi qui nous surprend avec son début de saison. On se dit, bon, ça va aller. Bon, je crois que maintenant que Karl Toko est bien dans sa tête, il a trouvé un club où il pourra aller s'exprimer. Je crois que... Mais le casse-tête ici, je crois, c'est dans les buts et puis la défense. Je crois que c'est là-bas le casse-tête, n'est-ce pas, du sélectionneur. Parce que dans les buts, moi je suis un peu gêné encore une fois de plus de retrouver un Ondoa qui rentre encore dans les méandres de tous les jours. Il n'a pas de club, il est sans club, il est ceci. C'est un peu gênant. Il a trouvé un club du côté de la Roumanie. Bon, nous attendons. On voudrait bien que ce soit quelque chose de concret. Oui, que ce soit quelque chose de concret. Parce que moi, je vais le dire comme ça, je suis pas très sûr de l'arrivée du retour d'Onana dans les buts, je suis pas très sûr. La liste des Rigo qui sera dévoilée demain à partir de 11h, la SIAC TV Sport Entertainment, nous serons en direct. Cette liste sera donnée en direct sur cette antenne à partir de 11h, prise d'antenne à 10h45. Vous retrouverez Rosalie Sofinke et Daniel Ekandé en direct bien sûr du centre technique du côté d'Odja pour cette liste des Rigo pour ce match de fou furieux qui nous attend le 12 septembre à Garoua. Tiens, il est là. C'est un ami également de 10 ans. C'est Naïb Moniolé qui est avec nous en direct de Paris. Naïb, on parle des Lions indomptables, de cette revue d'effectifs parce que nous préparons ce match ô combien important. Nous devons composter notre ticket pour la CAN ivoirienne. Et nous sommes en période de transfert. Les Lions connaissent des fortunes diverses. Du bon avec Anglo Nana du côté de Manchester United, du moins bon avec Nicolas Nkoulou en salle d'attente et Toko Ekambi qui arrive dans le championnat de l'heure en Arabie Saoudite. Bonjour Raphaël, bonjour le Cameroun, salut les amis. Sur cette question, sur cette fortune diverse que connaissent les footballeurs camerounais. Oui, de toute façon, ça change pas tellement avec ce qu'on a connu la saison dernière concernant Nkoulou et Toko, qui avaient un temps de jeu restreint, voire inexistant, et des prestations qui sont ressentées. Je suis quand même content pour Toko Ekambi qu'il ait retrouvé un club. Alors l'Arabie Saoudite, on en a déjà parlé, on sait ce que c'est. Il va plus progresser à son âge dans un championnat comme ça, mais au moins il va garder athlétiquement une certaine activité, ce qui va lui permettre d'être peut-être pas à 100%, mais en tout cas en forme face au Burundi au mois de septembre. Le plus important, Nkoulou, je pense qu'aujourd'hui, l'impératif étant de gagner très vite contre le Burundi et d'assurer sa place à la CAN, il faut le faire jouer parce que ça serait trop compliqué de redémarrer un chantier. Vous voyez ce que c'est pour une charnière centrale, c'est beaucoup trop précieux en fait. Quand on l'a, il faut la garder au moins sur les échéances les plus importantes. Onana, je suis content. Il arrive dans un club mythique, un championnat où il doit progresser, où il doit s'imposer. Il faisait partie des meilleurs gardiens d'Italie, il fait partie largement des meilleurs gardiens africains avec Bounou le Marocain. À Manchester, j'ose espérer qu'il pourra faire partie, s'intégrer encore plus au top 10, top 5 mondial. Moi, je pense qu'il en a les capacités, on l'a vu avec l'Inter en Ligue des Champions. Donc voilà, maintenant, c'est pas moi qui fais l'équipe, c'est Rigobert Song. Il va falloir le reprendre, il va surtout falloir le faire jouer. Je ne conçois pas que le Cameroun joue le Burundi sans le 7, 8, 9e meilleur gardien du monde, c'est impossible. Donc voilà, il va falloir mettre de l'eau dans son vin, tout le monde, remettre Onana.
se féliciter que Toko Ekambi ait retrouvé une activité physique et prier très fort pour que Nkoulou ne passe pas au travers. Le suspense sera levé demain, je le répète, à partir de 11h au centre technique d'Odia avec ses listes qui sera rendue publique par le sélectionneur manager Rigobert. Sans fin du suspense, même si les signaux que nous envoie l'entourage d'Angro Nana, on va le dire comme ça, ne sont pas très positifs. Mais on croise les doigts, on attend Rigo à partir de 11h demain. Ne partez pas, Naïb. On parle de l'état de forme des joueurs en période de mercato. Il y a certains qui ont un temps de jeu important. On le voit lors de ce début de saison et d'autres qui sont encore en salle d'entente. Est-ce que cette forme disparate ne va pas plomber l'évolution collective, l'association pour une montée en puissance de cette équipe nationale dans un collectif bien huilé? C'est une évidence. Mais ça, c'est une évidence toute l'année, hein, Raphaël. Hein, c'est pas uniquement maintenant, tout de suite. Évidemment que vous avez des championnats où les mecs auront fait 4, 5, 6 matchs, et vous aurez des championnats où les mecs en auront fait 2, et puis sur les 2, peut-être que le gars, il en aura fait que la moitié d'un. Zambo était pas titulaire avec Naples, par exemple, ce week-end. Donc évidemment que l'état de forme va être disparate et les joueurs seront pas à 100%. Aucun, peut-être un ou deux, et encore, j'ai un gros doute, mais ça sera pareil pour le Burundi, vous me direz. Ça serait pareil à n'importe quel moment de la saison, parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que physiquement, vous avez rarement tous vos joueurs à 100%. Mais on en a déjà parlé. Le problème, c'est pas d'être à 100%. Le problème, c'est pas d'avoir un club. Le problème, c'est d'être conditionné dans sa tête sur le fait que le Cameroun ne peut pas passer au travers de ce match. C'est les footballeurs professionnels. J'ose espérer que même s'ils n'ont pas de club ou qu'ils jouent moins, ils se gaffent pas de pizza et de Coca-Cola toute l'année. Ils ont une certaine activité physique, soit un certain professionnalisme. Normalement, ils doivent arriver, peut-être pas à 100%, mais en tout cas pas trop mal. Et c'est surtout ce match-là, il va jouer dans la tête. Le Cameroun-Burundi, il va se jouer d'abord dans la tête et après sur le terrain. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire que je suis pas inquiet, que le Cameroun n'est pas un état de forme terrible, que les mecs soient pas à 100%, que Toko Ekambi est quasiment pas joué, Nkoulou n'a pas de club. Je ne sais pas si Onana sera dans les buts, Zambo, je ne sais pas s'il sera titulaire sur les 2-3 prochains matchs. Je pense que oui, j'espère en tout cas. Quid de garçons comme Faye Collins, Baleba, il va quitter Lille pour aller à Brighton, dans quel état physique il sera. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais ce match-là ne se joue pas sur le terrain, il se joue dans la tête. Moi, c'est là-dessus en tout cas que je m'appuie. Bébel, les Lions indomptables, il y a un groupe. Il y a des talents, il y a des joueurs qui ont un temps de jeu considérable en club. Ça devrait pouvoir le faire le 12 face au Burundi. Nous sommes toujours au stade d'une sélection. Alors qu'on devrait être quand même avec des intelligences multiformes qu'il y a dans mon pays. Dans mon pays, on devrait déjà, malgré, en marge de ces crises qui n'en finissent pas, on devrait pouvoir avoir une équipe aujourd'hui. Et non plus une sélection. Ce qui fait dire à des hommes de médias, je dis bien des hommes de médias et non des journalistes, à des hommes de médias, il faut dire des choses. Il faut dire des choses. Voilà une émission que vous êtes en train de faire qui est éducative. Maître Ngos a dit des choses, Thierry a dit des choses, mais pourquoi plonger toujours dans le boui-boui? Pourquoi toujours faire tomber l'opinion publique dans le boui-boui? La politique fait vivre l'économie des guerres. Elle faut aussi vivre dans les médias. Mais non. Pas dans le sport en tout cas. Le sport, il est droit. On sait que c'est un pénalty. Oui. On sait que c'est un coup franc. Pourquoi vous sortez? Pourquoi les journalistes des médias spécialisés sortent de cette vérité cardinale pour aller ailleurs? Ils sont devenus des politiques. Laissez les politiques dans leur boui-boui. Faisons notre travail avec sérénité et clarté. Je suis gêné de penser qu'on présente un Cameroun-Burundi comme un match au sommet. Je suis gêné, moi, personnellement. Ça veut dire que le Cameroun régresse. Ça veut dire que le Cameroun régresse. Mais il y a un nivellement au football de sélection. Il y a ce resserrement de force. La preuve, on a vu le Cap-Vert. Il nous fait perdre une qualification. Mais c'est des gens qui ne connaissaient pas le Cap-Vert avant que le Cap-Vert vienne nous faire ça ici. C'est des gens qui ne connaissaient pas le Cap-Vert. Le Cap-Vert existait déjà depuis 2-3 ans. Or, le Burundi, prenez les statistiques. Moi, je suis gêné, vraiment. Excusez-moi, messieurs. Je suis gêné de constater qu'un Cameroun-Burundi fait frémir. La glorieuse incertitude du sport. L'expression, je la tiens de vous. Je suis d'accord, la glorieuse incertitude. Mais nous jouons quand même à la maison. Et puis il faut varier la notion de domicile. Elle ne veut plus dire grand-chose. Nous jouons à la maison, comme on le veuille ou non, Raphaël. Moi, je n'ai jamais vu une équipe nationale, je n'ai pas dit une sélection, une équipe nationale du Cameroun, je dis du Cameroun,
affronter un match avec autant de fébrilité. Signe des temps. Signe des générations. Signe des générations. Pourquoi vous ne parlez pas de génération? Maintenant, à Rigobert de prendre ses responsabilités. Tiens, Bébel, on revient. Qu'il ne soit pas cet entraîneur têtu, comme tous les entraîneurs d'ailleurs. Et je parle à Thierry. Tous les entraîneurs sont vous parlez de Rigo, c'est simple. Quelles options tactiques pour Rigobert sont dans ce match? Plusieurs options s'offrent à Rigo. On passe en revue les options possibles, la configuration tactique dans ce match décisif. C'est un reportage que signe Amand Ambassa. Parler des options tactiques nécessite tout d'abord une bonne pédagogie pour la compréhension de tous. Chez le technicien, l'entraîneur, la tactique, c'est l'ensemble des mouvements dégagés par les joueurs dans le jeu. Et ces mouvements sont le placement, le déplacement et le replacement. C'est l'ensemble de ces mouvements qu'on appelle la tactique. Généralement, il est toujours important de parler tactique, connaissant des hommes qui vont animer ces projets de jeu, surtout que ça part de la mise en place, je vais dire, du système de jeu à l'animation, passant bien sûr par cette tactique qui est très importante pour la détermination d'un groupe vers le résultat attendu. Les entraîneurs balisent déjà le terrain de ces options tactiques qui s'offrent aux managers sélectionneurs des Lions indomptables du Cameroun. Sur le plan offensif, il va falloir que cette équipe procède par des attaques rapides et il va falloir également qu'il y ait de la verticalité au lieu de l'horizontalité parce qu'en faisant beaucoup d'horizontalité, ça permet à l'adversaire de reconstituer ses blocs défensifs. Donc sur le plan offensif, il va falloir faire des attaques rapides et puis au niveau de l'attaque à outrance, ça veut dire qu'on sera permanemment dans deux zones capitale, la zone de déséquilibre et la zone de finition. À partir du moment où vous êtes régulier dans ces deux zones, ça démontre que vous êtes en attaque à outrance. Maintenant, sur le plan défensif, il va falloir que le pressing et le bloc équipe soient très hauts, c'est-à-dire dans la zone de sécurité de l'adversaire et dans la zone de progression de l'adversaire. C'est un match qui se profile à l'horizon dans une conservation et une possession de balles, priver l'adversaire du ballon et les amener au déséquilibre physiologique. Parce que lorsqu'on court sans ballon, on perd en lucidité. Et c'est là où le Cameroun doit implémenter sa supplémation. Pour ces spécialistes en entraînement, chaque situation offensive ou défensive déterminera l'option appropriée capable de mettre à mal la sélection burundaise. Il va falloir que Rigo s'inspire de son match contre le Mexique où on a semblé avoir un contenu suffisant. Et en plus, il va falloir l'indiquer, même si nous avons des garanties sur le plan offensif, parce qu'on regarde tout ce que font nos jeunes qui sont de l'autre côté. Sur le plan offensif, il y a de la qualité, il y a de la garantie. On a des incertitudes sur le plan défensif parce que de plus en plus, nous semblons ne plus avoir des hommes de base. Mais quel système de jeu permettra finalement à Rigobert Song de prendre le dessus sur son adversaire? Là aussi, les avis sont divergents. Le 4-4-2, en réalité, c'est qu'on les aurait beaucoup respectés parce que le 4-4-2, on est obligé d'avoir des couloirs qui vont percuter et revenir refermer. Mais au niveau du 4-3-3, on va pousser cette défense à reculer. Parce que le 4-4-2, avec deux attaquants, on peut permettre à leur défense de monter et venir faire une certaine pression au niveau de la médiane. Mais avec le 4-3-3, on va les pousser à ce qu'ils puissent rester dans leur zone défensive. Et là, leurs latéraux seront assis parce que nos couloirs vont les pousser à s'asseoir dans leur camp. Et notre milieu de terrain venant donc faire la pression au niveau, dans la profondeur. Mais je crois qu'ils vont finir par céder. Le Cameroun se sent plus à l'aise lorsqu'il a 4 défenseurs. Maintenant, c'est comment se projette ces 4 défenseurs qui fait souvent problème. On peut également partir sur la base de 3 défenseurs pour faire du 3-5-2. Je pense que Rigo, pour être d'abord en sécurité, parce qu'il lui-même a d'abord été un défenseur, il va partir avec ses 4 défenseurs, mais certainement, il va demander à 2 des 4 de se projeter très rapidement vers l'avant pour venir avec le surnombre, qui sera également un élément, parce qu'avec le surnombre, on peut faire le déséquilibre, même si le déséquilibre peut être fait par un dribble ou bien par une bonne passe. Le mental, la tactique, la technique et le physique, qui constituent les 4 paramètres de performance, seront aussi
Une boussole pour les joueurs appelés à animer ce dispositif. Rigo, certainement, il va choisir des hommes qu'il maîtrise bien. Il faut parler de la continuité parce que dans ce genre de match, il faut utiliser des garçons qui se connaissent, même si physiquement ils ne peuvent pas être au point. Nous comptions sur le jeune qui s'est blessé dernièrement. Je crois que c'est Christopher. Nous comptions énormément sur lui. Il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau. Castelletto, on voit avec Nantes, c'est un début poussif. Il y a Nicolas qui semble incertain. Il y a Faye Collins qui semble incertain parce qu'il n'a pas encore trouvé de club. Lorsqu'on voit les championnats qui ont démarré au niveau européen, on a quand même les notes telles que Mbemou, qui à lui seul est déjà quand même à l'origine de 3 buts avec une passe de but. Et il y a des habitués tels que Toko Ekambi qui n'ont pas besoin de beaucoup beaucoup de cartouches pour tuer une défense. Aboubakar Vincent ou encore Choupo-Moting. Face au Burundi, le 12 septembre prochain à Garoua, le public, comme par le passé, aura son rôle à jouer afin que les Lions indomptables du Cameroun puissent décrocher leur qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2024. Coach Thierry Metama, on a vu ces différents systèmes qui s'offrent à Rigo Besson, ce système avec 4 défenseurs, 3 défenseurs. Et la volonté sera bien sûr d'attaquer, mais de tout ceci, c'est l'animation qui va être la plus importante. C'est clair que c'est l'animation qui sera importante, c'est-à-dire la chose la plus importante dans cette affaire. Et non seulement l'animation, je crois que pour que le Cameroun puisse se sentir à l'aise, la domination, elle doit être stricte, c'est-à-dire empêcher un adversaire d'avoir le ballon. Le Cameroun doit être maître du ballon. Les Lions indomptables devraient utiliser le ballon, le conserver. Et le conserver pas dans son camp, mais plutôt dans le camp adverse. Ça veut dire que nous jouons déjà à partir du... Bloc médian. C'est clair, c'est bloc médian. On n'a pas besoin d'aller réfléchir. Ici, si c'est un nul, on commence à prendre la calculette, c'est pas bon. Ici, nous voulons une victoire pour la qualification. Et quand il faut cette victoire... de Oura Football. C'est clair, c'est comme ça que ça se fait. J'étais à la bonne école, donc ici, il faut carrément se jeter à l'eau, carrément se lancer, empêcher les Burundais, n'est-ce pas, de réfléchir, de penser qu'ils peuvent venir faire le match à Garoua. Non, c'est impossible. Donc c'est au Cameroun de décider, n'est-ce pas, sur les temps faibles, les temps forts et tout ce que nous voulons. Il faut être maître du ballon et maître du jeu. Bébel parlait d'un match qui va se jouer au milieu de terrain, le cœur du jeu. Vous ne me trahissez pas auprès de vos téléspectateurs. Non, il faut une équipe. Et une équipe, c'est le milieu. Une équipe, c'est le milieu. C'est là où ça se joue ou ça se perd. C'est là où ça se joue ou ça se perd. Je m'excuse de faire des comparaisons. C'est comme au match, le volleyball que nous venons de vivre. On a tendance à aller tous au match et laisser des vides. C'est le seul calcul qu'on doit éviter. On va ensemble et on revient ensemble. Le mouvement de flux et de reflux, c'est cher à Jean-Paul Akono. Naïm Mignola est toujours en ligne du côté de Paris. Naïm, on parle des options de jeu. Pour Rigo, il y a plusieurs options sur la table. Mais pour le groupe, confiance maintenue au groupe déjà constitué, confiance maintenue au CAC, ou tenir compte de la forme du moment, je pense à Jay Clinton qui flambe à l'heure actuelle. Naïm. Ah non, il n'y a pas de choix cornélien. Là, en l'état, vu l'impératif de victoire et le timing très très serré, il n'y a pas à intégrer qui que ce soit. Là, vous repartez avec le groupe qui a fait les éliminatoires, vous battez le Burundi, la séance de test et les essais, et intégrer machin, intégrer bidule, changer de système, faire venir des jeunes et tout, fallait le faire il y a 6 mois. Là maintenant ça sert plus à rien, là c'est réglé, c'est Rigobert, ou ça passe ou ça casse, mais ça sert à rien de changer l'équipe maintenant. Gardons le socle le plus solide possible, notamment sur le chantier défensif, parce que moi c'est ce qui m'inquiète le plus pour le Cameroun. Derrière, s'il y a qualification, ça vous laissera, alors je vais pas dire 1 an parce qu'il y a la CAN déjà au mois de janvier, mais au moins là on aura un petit peu plus de temps pour souffler, pour essayer de voir, incorporer des jeunes, changer d'animation. Il y a des blessés qui vont revenir, je pense notamment des garçons comme Ebossé, comme Chato qui vont pouvoir revenir un petit peu dans l'équipe. On leur souhaite en tout cas d'être prêt le plus rapidement possible. Mais là face au Burundi, on n'en est plus à changer d'équipe, changer de système. Là maintenant c'est la guerre, faut y aller. Il dit qu'on va à la guerre, à la vue comme à la mort. Et on reste sur les options tactiques parce que Michel Kaham est déjà positionné. Michel Kaham qui va en donner son regard. Son regard, bien sûr, sur la configuration tactique de cette équipe
du Cameroun. Michel est également en régie. Bonsoir Michel. Bonsoir Raphaël. Face au Burundi qui va arriver, on s'est dit, Raphaël, vous et moi, que l'on pensait qu'il viendrait jouer bloc bas. Donc défendre une certaine position, mettre de la densité dans leur zone défensive là, pour essayer de préserver leur chance de faire un nul, puisqu'un nul les qualifierait. Et à ce moment-là, nous avons dit que les Lions devraient opter pour un système de 4-4-2 à plat, avec en attaque 2 joueurs, on a cité Choupo-Moting et peut-être Aboubakar Vincent, pour jouer dans l'axe et être prêt à répondre aux différents centres qui viendraient d'un côté ou d'un autre. Mais il faut se dire que si une équipe décide de jouer groupée et à plat derrière, nous serons obligés d'utiliser les extérieurs, les espaces, d'où l'importance des binômes extérieurs. Et nous avons dit, si nous avons nos binômes, par exemple ici, on a Faye Collins à droite avec Bomo, du côté droit, on n'a aucun problème pour avoir des centres qui vont arriver à nos attaquants là qui sont pour l'instant Aboubakar Vincent et Choupo-Moting. Mais nous avions dit, et on le pense aussi, que du côté gauche, on aurait un problème pour les centres. Parce que nous, Tolo, si on prend Toko et Kambi, tous les deux ne sont pas trop doués dans les centres. Ils ne le font pas. Toko et Kambi rentrent souvent dans l'intérieur du jeu, alors que nous, Tolo, il traverse la médiane, a peut-être un peu de problème à faire descendre. On avait dit qu'il faudrait d'entrée de jeu faire un pressing haut, donc jouer haut pour pouvoir contraindre à récupérer tout, faire des fautes et essayer de forcer la décision. Nous pose un certain jeu, mais aussi pour pouvoir prendre du coffre avant de repartir. Merci Michel. On aura l'occasion peut-être de poursuivre ce débat dans cette journée. Quelle journée, Bébel? Cette journée du 12 que nous attend du côté de Garoua, mais ça devrait pouvoir passer. Il y a une interrogation. Il y a une interrogation, bien sûr, c'est celle de la présence d'André Onana qui se montre à son avantage dans cette équipe de Manchester. Il vient de réaliser il y a une victoire importante de Manchester face à Nottingham, si je ne m'abuse, Forest, et ce n'était pas donné 3-2 dans un match de fou furieux. Il a bien sûr pris 2 buts, mais quelques arrêts décisifs qui ont permis à son équipe de prendre ces 3 points très importants pour ce début de compétition. Le cas André Onana est vu au scanner par Robert Badjek. 2022, et dans un communiqué de la Fédération camerounaise de football, André Onana est suspendu à titre temporaire sur décision du manager sélectionneur Rigobert Song. C'est un raz-de-marée et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le malaise va plus loin quand une correspondance de la FECAFOOT est adressée à l'Inter Milan, son club, au moment des faits, stipulant qu'il a été écarté de la sélection pour indiscipline. Quelques jours plus tard, le portier camerounais prend sa retraite internationale contre toute attente. La nouvelle divise. Ses adeptes sont au bord des larmes et ses profondeurs s'en réjouissent. Entre-temps, en club, Onana n'a jamais été aussi brillant. Un record de clean sheets en Ligue des Champions, une finale perdue de justesse face à Manchester City avec à nouveau une masterclass et un nouveau contrat dans la foulée avec Manchester United, d'un montant record faisant de lui le 3e gardien le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Good. Sunny Manchester. Des performances évidemment suivies et épiées depuis le Cameroun. Plusieurs médias nationaux et internationaux révèlent que des tractations et négociations sont engagées sous cap pour son retour en sélection. Les autorités camerounaises étant favorables au retour du fils prodige. Et les prestations camerounaises en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 confortent cette idée. De plus, les arrivées fréquentes d'André Onana au Cameroun alors que sa saison en club n'est pas terminée en rajoutent à l'idée selon laquelle son retour est imminent et justifie, selon une opinion, les avancées des dites tractations. D'autant plus que le sélectionneur Rigobert Song dit n'avoir jamais définitivement fermé la porte de la sélection au gardien de Manchester United. Le dernier match des Lions indomptables qui a vu le retour dans les cages de Fabrice Ondoa, plus qu'un simple match amical face au Mexique, a amplifié le débat et les attentes sur le prochain retour d'André Onana.
Au moment où la liste des joueurs convoqués pour le match couperé face au Burundi le 12 septembre prochain est attendue, une information de dernière minute vient semer le trouble dans ce qui semblait être une évidence. Des sources proches du joueur indiquent qu'André Onana n'est pas favorable pour le moment à un retour en sélection. Son dernier match avec les Lions indomptables date de la Coupe du Monde. Bebel, on aurait pu faire l'économie de ce malentendu, André Onana, et vous avez vécu des situations, je ne veux pas dire similaires, toute proportion gardée, tout comme avec Joseph-Antoine Bell, Thomas Nkono, Andem, Mboé Angré. On aurait pu faire l'économie mieux gérée, le cas André Onana. Ce qui me conforte, c'est que Jojo est resté mon ami, malgré les ragots des quartiers. Jojo est resté mon ami et son épouse également, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, à Madame Bell. Vous voyez bien que des grands hommes aussi... Et je ne vous coupe pas, je rappelle que j'étais au stade de la réunification, vous étiez le maître des cérémonies de son jubilé. Sur sa demande, à 2 heures du coup d'envoi de ce match. Parce que les gens l'oublient, c'est à 2 heures de coup d'envoi que Jojo s'approche de moi pour me demander « Il semble que tu refuses d'animer mon jubilé » parce qu'il y avait des combats pour... La direction de l'équipe était divisée. C'est-à-dire, tu le sais Thierry. J'étais présent au stade de la réunification. C'est un certain monsieur Saint-Bernard qui était le président du comité d'organisation qui dit c'est Abel ou c'est personne. Il faut dire des choses, et c'est là où on se retrouve dans les couloirs. Moi je suis là de passage à l'hôtel sans avoir à l'idée. Et je me dis, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu ne sois pas de ma fête? Je lui dis, moi, c'est de regretter Bikele, qui était à l'époque au Forêt Moulin pour ce match. Et je dis non. Jojo me dit, bon, voici le cas. Moi, dans le cas, on va au stade. Voilà la vérité. Et c'est mon cousin qui est décédé, qui était dans la police, qui m'amène au stade. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Bébé, vous serez là dans grande pause pour parler de ces petites coulisses. Si on parlait du cas André Onana. André Onana doit effacer le caprice d'enfant et le transformer en passion patriotique. L'entraîneur, le manager sélectionneur doit effacer une certaine conviction infantile et la transformer en conviction majeure. C'est-à-dire, Rigobert, qui est mon ami, il le sait, malgré la différence d'âge, doit cesser de suivre des chemins buissonniers et dire qu'il est aujourd'hui plus un joueur, mais il est devenu un grand homme. Moi, je voudrais poser peut-être la question au secrétaire général du SINAFOC. Vous défendez les intérêts des joueurs. C'est qu'André Onana, on vous a très peu entendu parler. Que préconise le SINAFOC sur ces cas? Que fait le SINAFOC? Alors, est-ce que, vous savez, prendre position pour un joueur, pour le défendre face à un autre joueur, je pense que c'est très malvenu pour le SINAFOC. Il n'est pas face à un autre joueur? Non, disons que le retour d'André Onana, disons son départ de l'équipe, s'est posé comme étant quelque chose qui était nécessaire à ce moment-là, ponctuel. Dépolluer l'environnement de l'équipe, le vestiaire. Vous pouvez, ponctuel. Aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts. Nous ne comprenons pas qu'on puisse se priver de quelqu'un comme lui, mais je pense que peut-être qu'il faut qu'on synchronise les discours et la réalité. Mais les discours que j'entends depuis un moment, c'est qu'il a toujours sa place. Il y a une ou deux choses à régler. Il faut les régler. C'est lesquelles on ne peut pas savoir. Mais là encore, il ne faut pas qu'on ait l'impression que le SINAFOC se lève de manière aveugle quand il y a une situation. Nous cherchons à comprendre. Nous l'avons fait pour d'autres joueurs à une époque. Le cas Onana, quand on parle de discipline, attention, le SINAFOC ne peut pas se lever pour dire, malgré l'indiscipline, si indiscipline il y a, il faut fermer les yeux. Mais je dis, de l'eau a coulé sous les ponts. S'il y avait des sanctions ou un message à faire passer, on l'a fait passer suffisamment. Aujourd'hui, même si ce n'est pas pour le match contre le Burundi,
on a besoin de ce jeune monsieur qui fait la fierté du Cameroun, qui a des états de service assez éloquents et qui a la forme qui permet d'apporter à l'équipe du Cameroun. Maintenant, peut-être qu'au niveau de la philosophie du jeu, parce que je voulais reprendre Bébel, nous avons tous appris ça de Bébel qui est ici présent, une sélection nationale, et j'ai bien gardé, j'ai bien noté, le meilleur 11 possible et non les 11 meilleurs joueurs. Voilà. Bébel nous l'a répété pendant des années. Tiens, Naïb est avec nous, il est en direct de Paris. Naïb, on va s'interroger bien sûr sur ce cas d'André Onana qui devrait logiquement, entre guillemets, pouvoir garder les buts des Lions indomptables face au Burundi s'il est convoqué le 12. Ah ben, moi, je vous prêche un convaincu. Hein. On en a parlé il y a 3 minutes. Oui, mais on ne met pas Onana dans les buts, je comprends même pas. Et le Cameroun doit avoir 3 joueurs très en forme en ce moment. C'est Onana, Zambo et Aboubakar. Baleba, bon, il a un peu moins de temps de jeu à Lille, mais on va dire ça fait 4. Mais Onana, qui n'aurait jamais dû quitter normalement la sélection, ce qui s'est passé au Qatar, le Bisbee avec Samuel Eto'o n'aurait jamais dû aller aussi loin. Mais ça, c'est pareil, ça mettre au déficit de Samuel Eto'o qui a bien des problèmes en ce moment et qui devrait, à mon avis, pour essayer de se racheter une image, remettre Onana dans les buts plutôt que d'essayer de se battre avec le TAS, parenthèse refermée. Évidemment qu'Onana ira dans les buts, il faut mettre toutes ses chances de son côté pour se qualifier, mais il ne faut pas le mettre dans les buts maintenant puis le retirer après, il faut le mettre dans les buts et le prolonger, sinon ça ne sert à rien. Tiens, merci. On referme rapidement cette parenthèse. André Onana réponse demain à partir de 11h avec Rigo qui va rendre public les lieux convoqués pour ce match de fou furieux qui nous attend le 12 septembre du côté des Garois face au Burundi. Tiens, puisque nous parlons du Burundi, les joueurs Burundi convoqués sont désormais connus avec 2 joueurs qu'il faudra suivre de très près. C'est Abedi Birimana et mon fils Caleb Birinyama, 2 joueurs à suivre qui pourront mettre le feu dans cette équipe du Cameroun. La liste du Burundi est graissée et passée au scanner par Nestor Kamga. And the Brave Warriors would surely have been a fairly sure favourite for this. And they've got a chance here. And a great goal and a great finish. And Namibia, less than 10 minutes in, have taken the lead here in Soccer City. Pour résoudre l'équation camerounaise et s'envoler pour la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Burundi a fait appel à 37 joueurs et parmi eux, 4 gardiens de but, 10 défenseurs, 13 milieux de terrain et 10 attaquants. Burundi once more on the attack. Oh, it's good play and a shot over the top. Le sélectionneur a la chance d'avoir la majorité de ses joueurs convoqués à disposition et de travailler pour qu'ils se connaissent mieux. La plupart évoluent dans le championnat local. Dans cette liste, 2 joueurs sont à craindre et à surveiller de près pendant le match par la défense camerounaise. Tout d'abord, Bigirimana Abedi. Le milieu de terrain est âgé de 21 ans et sociétaire de Police Rwanda FC. C'est lui qui ouvre le score face à la Namibie. À la 5e journée des éliminatoires, c'était à la première minute. Le but le plus rapide du Burundi en match officiel. À l'issue de la rencontre, Abedi était désigné meilleur joueur de la partie. Il a un dribble facile et est virevoltant dans le jeu. Un autre joueur poison des défenses dans cette équipe du Burundi, c'est Bonfils Caleb Bimenimana. Âgé de 25 ans et sociétaire de Kaizer Chiefs FC en Afrique du Sud, Bonfils Caleb a comme principal atout sa grande taille, 1m94. Très bon de la tête, il sait bien mettre à mal la défense adverse pendant le match. En inscrivant le 2e but dans la victoire 3-2 face à la Namibie à la 5e journée des éliminatoires, il avait contribué de fort brillante manière à la victoire de son équipe. The Burundi fullback. Great ball in. And Bimenyamana, Bonfils Caleb. Ces joueurs et bien d'autres n'ont qu'un seul objectif, brûler la politesse au Cameroun à Garoua pour filer en Côte d'Ivoire. Well stretched back and blocked. Go for Messieurs, cette édition touche à sa fin. On va faire rapidement un dernier tour de table. Je voudrais vous remercier d'être venu, surtout Tonton qui est parti de Douala, Bébel, parti de Douala ce matin pour nous rejoindre ici dans ce studio. Il est resté l'amour foot chevillé au corps. Abel, merci d'être venu.
Je vous remercie de m'avoir permis de faire ce retour. Il fallait bien dans ce studio qui a été ma maison, n'est-ce pas? Qui reste votre maison. Qui reste ma maison. Et merci de me permettre. J'ai été un peu dur pour certains. J'ai été... Droit dans vos bottes. Droit dans mes bottes pour d'autres. Mais c'est comme ça. Mais attention, que le football camerounais reste au football. Pas aux footballeurs. Au football. Et que les forces centrifuges qui nagent à gauche, à droite, au niveau de tous les milieux, dans tous les milieux, laissent ce football vivre sereinement et aller à ces techniciens d'évoluer normalement. Voilà. Le secrétaire général du SYNAFOC est là, le SYNAFOC qui était au centre de l'actu, bien sûr, au niveau des réseaux sociaux, avec cette sortie de son président Jérémy Ditat. Il y a eu des interprétations diverses. Lorsque le SYNAFOC dit pouvoir prendre les rênes, assumer ce rôle de leader, comprendre entre les lignes, écouter entre les mots, qu'est-ce qu'a voulu dire le président du SYNAFOC? Leader dans son domaine. Le SYNAFOC défend les intérêts des footballeurs. Quoi de plus normal que de vouloir rester leader dans son domaine? Maintenant, nous sommes le point central du football. Le footballeur, sans le footballeur, il n'y a pas le jeu qu'on appelle le football. Donc on ne peut pas faire sans nous. Mais nous, les gens ne vont pas nous entraîner dans des guerres inutiles. Nous pensons que tout le monde doit revenir dans les meilleurs sentiments et que nous avons notre expertise et notre part à apporter dans l'édification du football. On ne peut pas le régner à M. Jérémy Soren Ditap, qui a, sur le terrain, montré ce qu'il était, mais qui a fait également les études. Aujourd'hui, peut-être les gens ne le savent pas, il a un master en management du sport. Vous allez, la CMCR nous attend, il y a un ordre de recettes qui va être fait, les caisses du SYNAFOC sont pleines, on va vous envoyer le chèque. Rapidement, avec l'entraîneur Thierry Motomo, mais ce qu'il est revenu, on aura l'occasion de reparler abondamment de ce match Cameroun-Burundi, mais pas que, on a une nouvelle saison qui s'ouvre sur les antennes de CRTV Sport, nous serons là avec bien sûr les championnats du vieux continent. Oui. Nous avons les gloires de la Premier League. On a également les gloires du colossal football, le championnat de l'Allemagne. On pourra compter sur votre expertise et surtout pour les sélections nationales. Nous sommes, dit le DG, c'est une recommandation forte. Nous rivalisons d'abord les compétitions domestiques et bien avant, on ne peut pas vivre en vase clos. On se projette aussi du côté de l'Europe avec cette coupe aux grandes oreilles qui arrivera rapidement sur cette antenne. Je ne vous dis pas tout, mais ne le dites pas aux voisins. Et plus tard, nous aurons la NBA dans la nuit. Cette édition touche à sa fin. Je voudrais remercier toutes les équipes techniques amenées par Yannick Mandelo, assistée de Kelvin Tchatchoua pour les effets spéciaux. C'est la véritable patronne. Elle était au four au moulin depuis la mi-journée. Jibril Bol a assuré l'édition. Christian Abo au montage. Les caméras étaient tenues par deux belles dames. Judith Mondomo a assisté de Lundu à Alexandra. Nos programmes, vous les connaissez désormais. Dès 8h, vous aurez affaire à Money Sports Case, gravé par le duo amené par Wilson Mengole qui sera bien sûr là demain. N'oubliez pas, la mi-journée à partir de 11h, il y aura Holiday Times avec Nestor Kamga. À mi-journée, c'est grande pause. Et dans l'après-midi, on va vous replonger dans le récap. C'est une séance rattrapage avec nos championnats anglais, nos championnats allemands. Et en soirée, on va vous plonger dans nos grands magazines à partir de 21h. Le meilleur du sport, c'est sur CRTV Sport Entertainment. Restez des nôtres. Bonsoir et au plaisir.